Corps à corps, corps à corps. On vit quand même une période très très intéressante. Évidemment, il y a eu l'intronisation de Donald Trump et il y a eu le forum de Davos. Évidemment, on va en parler, sauf que c'est pas le forum de Davos comme d'habitude. Avant, on était dans une planète où, lorsqu'il y avait le forum de Davos, c'était l'événement qui comptait parmi les plus importants, où les grands de ce monde se rencontraient pour échanger sur l'avenir de l'humanité, vous savez. Et puis depuis, il y a Trump qui est arrivé et un vent nouveau qui souffle sur la planète. Une forme de sentiment de vide qui régnait sur le forum de Davos cette année, ou plus précisément peut-être un sentiment de changement de cap, en tout cas d'affrontement entre deux mondes opposés, voire peut-être plus que deux mondes, on va analyser tout ça. Celui des globalistes, porté notamment par une Christine Lagarde, par exemple Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, qui proposent eux toujours plus de contraintes, de restrictions de liberté, de contrôle, et le fameux euro numérique. Je vous propose d'écouter Christine Lagarde sur place au forum de Davos. Je pense que l'heure est venue pour l'Europe d'agir. Si les leaders européens arrivent à se rassembler, arrivent à répondre à cet appel, arrivent à répondre à cette menace existentielle, eh bien, je pense qu'il y a un potentiel immense pour l'Europe et que l'Europe réponde favorablement à cet appel. Et je suis optimiste, tout en étant réaliste. Je pense que Larry a bien expliqué la situation. Nous avons besoin d'une union des marchés de capitaux. Nous avons besoin de conserver des talents chez nous. Nous avons besoin des économies aussi. Et peut-être qu'il faut aussi importer les talents qui pourraient être désenchantés ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, ça c'était côté Lagarde, côté globaliste, côté progressiste. Et puis écoutez, de l'autre côté, c'était un tout autre ton, un ton plus patriotique, plus traditionnel, Javier Milei. On va dire qu'il a envoyé une belle attaque contre ce vieux monde progressiste. Écoutez Javier Milei et on traduira en direct. Desde estos foros se promueve la agenda Alors, à partir de LGBT. ces forums, vous pouvez imposer que les femmes sont des hommes et que les femmes sont des femmes seulement s'ils se perçoivent eux-mêmes. Ils ne disent rien de lorsqu'un homme se déguise en femme et tue son rival sur un ring de boxe, ou quand un prisonnier prétend être une femme et finit par violer le nombre de femmes qu'il croise devant lui en prison. Sans aller plus loin, il y a quelques semaines, c'était une nouvelle mondiale concernant le cas de 2 Américains homosexuels qui, en plantant le drapeau de la diversité sexuelle, ont été condamnés à 100 ans de prison pour avoir abusé et filmé leurs enfants adoptifs pendant plus de 2 ans. Je tiens à préciser que lorsque je parle d'abus, ce n'est pas un euphémisme, parce que dans ses versions les plus extrêmes, l'idéologie du genre constitue, en douceur et clairement, la maltraitance des enfants. Ce sont des pédophiles. Je veux donc savoir qui soutient ces comportements. Voilà, donc il y a quand même une accusation de pédophilie, de ce wokisme, on va dire, en place et mise en promotion, mise en avant par ce monde-là, ce monde globaliste, et celui qui représente Christine Lagarde, Emmanuel Macron ou Ursula von der Leyen. Pour en parler, je suis très heureuse d'être avec Pierre-Antoine Plaquevent. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes auteur du site Stratégica. C'est un think tank et un projet éditorial d'analyse et d'expertise stratégique. Analyste, auteur de Soros et la société ouverte chez Culture et Racine, ou encore Société ouverte contre l'Eurasie à Book Édition. Pierre-Antoine Plaquevent, on voit des nouvelles fissures se créer sur notre planète en général, entre plusieurs mondes. On peut interpréter le monde des globalistes face aux patriotes, comme on a pu le voir, Javier Milei, Donald Trump, qui évidemment est désormais en place. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi Salvini, évidemment, Orban, mais on peut aussi parler des BRICS. Donc en fait, finalement, on a en tout cas un nouvel arrangement des alignements. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce bouleversement qui est en train de se jouer dans notre monde? Effectivement, on a en quelque sorte 3 forces maintenant qui se confrontent. On a la davocratie qui se confrontait déjà aux États qu'on appelle chez nous illibéraux, donc les États illibéraux notamment de la sphère eurasiatique et qui polarisent autour d'eux
ce qu'ils désignent, eux, la majorité mondiale, c'est-à-dire tous les pays maintenant qui se rassemblent autour des BRICS, des nouvelles routes de la soie et de ce type d'initiatives. Et puis donc la Davocratie, finalement, les globalistes, au terme d'un processus je dirais, moi je l'ai étudié sur un siècle, mais on pourrait même remonter plus loin, mais ont pris le contrôle de la sphère occidentale. Et maintenant, on voit une nouvelle fracture qui apparaît au sein même de la sphère occidentale avec effectivement l'apparition donc du Trumpisme qui vient, lui, polariser tout ce qui est populisme à l'intérieur de cette sphère occidentale. Ouais. Vous parliez voilà, de Milei, effectivement, Meloni en Italie. Alors, tous ces gens-là sont d'ailleurs, enfin, ont noué des liens profonds même hein, avec la droite américaine, hein. Surtout Milei encore plus, hein, puisqu'il a vraiment été poussé comme, comme comment dire, un fer de lance du pro-américain en Amérique latine. Oui, bah d'ailleurs, Voilà, oui, donc on l'appelle le Trump argentin, donc oui. oui, oui, c'est ça. Bah, c'est un peu en fait, c'est la reproduction du même modèle qui marche dans les différents pays. On a vu ça aussi, la tentative, comment dire? Empêchée, en Roumanie par, ce que nos démocrates européens appellent le bouclier démocratique, Européen, ouais. européen. Voilà, donc et c'est un peu la reproduction du même schéma, hein. C'est-à-dire les populations maintenant sont à bout, enfin, comment dire, ne supporte plus le modèle globaliste. Donc, à partir de là, effectivement, eh bien, on pourrait dire l'international trumpiste, en quelque sorte, peut facilement venir s'immiscer dans la zone que contrôle. Alors, c'est ça qui est pour nous, Européens, important, c'est que la zone vraiment où la pression maximale du globalisme politique s'applique, c'est vraiment l'Union européenne. Oui, on est D'autant leur plus terrain de maintenant. jeu, en fait. Voilà, maintenant, on va devenir le dernier bastion du wokisme, en quelque sorte. Parce que finalement, si j'avais analysé ce processus ainsi, hein, je parlais à mesure que le monde se désoccidentalise, l'Occident, lui, va devoir se déwokiser pour pouvoir se confronter justement aux États concurrents et à la concurrence eh bien, du couple sino-russe, de tous ces États illibéraux qui deviennent plus puissants, eh bien, maintenant que les États-Unis, on avait déjà eu ce phénomène hein, lors de la première administration Trump. Bon, ce phénomène avait été brisé par le covidisme hein, qui visait à ralentir toutes ces tendances. Ça n'a été qu'un couvercle sur la marmite. Maintenant, l'eau recommence à bouillir et déborde. Et donc, ils sont même, effectivement, là, on voit, c'est historique, des discours comme le discours de Milei à Davos, Ouais. bon, qui leur parle de pédophilie au sein même de Davos. C'est sûr que c'est quelque chose. On voit que les tendances maintenant Oui, sont. en le euh, liant à la promotion du wokisme, hein, tout de même, donc voilà. ouais, c'est vrai que c'est Mais assez après, il y a énorme. aussi, comment dire, oui, voilà. Enfin, on va voir. Donc, comme je vous disais, ça va être l'Europe sur laquelle la pression est maximale. D'ailleurs, c'est ce que dit Lagarde. Hein, ils vont pas ça. Et au contraire, c'est-à-dire ce qu'ils vont nous vendre comme solution, c'est plus d'Europe. Plus de plus de Green Deal, plus d'économie verte et ça va même devenir, la signature de notre modèle même géopolitique face aux autres blocs géopolitiques. Nous, on n'a pas on n'a pas comment dire? On n'est pas dans le monde des énergies sales, on n'est pas voilà, donc on va avoir notre modèle spécifique, qui va être donc toujours plus martelé et toujours plus, mis sous pression. Combien ça va durer? Je ne sais pas puisqu'on voit effectivement la montée de l'AfD en Allemagne, on voit toutes ces tendances-là. Mais comme tout cela va être maintenant présenté comme des ingérences extérieures, Oui. eh bien, ils auront la possibilité, comme ils ont dit, de les interdire ou de le freiner. Mais jusqu'où, jusqu'à quand, je ne sais pas. Voilà, Ouais, c'est toute la question évidemment qu'on et, va continuer de et développer. ça Oui. pose une question qui est problématique, c'est que ces gens-là nous vendent un modèle européen, mais si l'Europe est en faillite et s'enfonce, c'est de leur faute. C'est-à-dire, ce sont des élites qui ne. La grande astuce, leur grande ruse, c'est de parler d'Europe, alors qu'ils sont l'anti-Europe. Ce sont ce sont des gens qui sont au départ mondialistes et qui conçoivent comment dire, un système politique qui devrait être universel et dirigé par eux mais qui maintenant, qui sont acculés
vont presque agiter le bouclier du souverainisme européen, etc., alors que c'est leur faute à eux. Si, même si les peuples européens rejettent l'Europe, c'est parce qu'on a des élites de ce type-là. Depuis des décennies, on aurait dû faire une Europe réellement souveraine, et on va dire non pas cette fédération dictatoriale, mais une confédération d'États souverains. Et on n'en serait pas là. On n'en serait pas là à être réduit effectivement à être parce qu'on a l'impression qu'à la fin, presque les Américains sont très contents que nous ayons des Macron et des gens comme ça, parce que ça va être très facile de faire de l'influence depuis l'extérieur Bien sûr. et d'appuyer les mouvements populistes, parce qu'avec des Européens de ce type-là, ben forcément, tous ces gens qui maintenant vont jouer presque ceux qui sont effrayés par les Américains sont tous passés par les Young Leaders, par tous ces cénacles qui forment, sont tous liés à tous les organismes de la société ouverte, l'European Council on Foreign Relations, tous ces organismes-là que j'ai détaillés dans mes livres, et ces gens-là maintenant viennent se parer de la vertu presque du souverainisme européen. Non, non, c'est eux les parasites qui ont mis l'Europe dans la situation actuelle. Oui. Alors, on accueille John Lolland, universitaire, conseiller politique chargé de conférences en philosophie, sciences politiques et histoire, membre fondateur de l'Institut Brennus. Bonjour John Lolland. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone, donc on n'aura pas votre image. Vous avez peut-être entendu avec Pierre-Antoine Plaquevent, nous analysons depuis le début d'abord cet arrêt sur image du Forum de Davos, qui était avant un moment fort d'un temps politique et économique où beaucoup de choses se jouaient, et aujourd'hui on a presque l'impression que c'était la grande désertion, voire l'attaque contre le Forum de Davos en règle par Javier Milei notamment, qu'on a pu entendre. Oui. Et finalement, on analysait ces nouveaux blocs qui se dessinaient. Avant, on en voyait deux. On parlait des BRICS et puis du monde globaliste, on va dire. Et désormais, il y a un troisième bloc un peu plus, des couleurs un peu plus nuancées, avec, comme l'a dit Pierre-Antoine Plaquevent, l'international Trumpisme, on l'appelle comme on veut, mais avec à la tête évidemment Donald Trump, mais Javier Milei, Giorgia Meloni ou Viktor Orban. Et tous ces gens qui ont décidé aujourd'hui notamment de lutter contre le wokisme, mais aussi de réaffirmer des valeurs plus traditionnelles, tout en voulant mettre en avant leurs intérêts nationaux avant tout. Comment vous interprétez justement ce nouveau dessin de la carte aujourd'hui, John Lolland ? Écoutez, tout d'abord, permettez-moi de dire combien je suis content d'être sur l'antenne avec Pierre-Antoine Plaquevent. Je ne savais pas que c'était lui, l'autre intervenant. Je suis un grand admirateur de vos ouvrages, Monsieur Plaquevent. Je partage tout à fait ce que je viens d'entendre les quelques minutes qui ont précédé mon intervention. Vous savez que dans le roman de Thomas Mann, La montagne est magique, l'action se passe à Davos, justement dans la station de Davos. Et le fait que le personnage principal, Hans Castorp, passe 7 ans dans un sanatorium à Davos symbolise pour Thomas Mann un monde malade. Et en effet, le monde de Davos est profondément malade. Si nous comparons le Forum économique mondial de 2025 à celui de 2017, c'était la première élection, le premier mandat de Trump. Oui. Les élites mondialistes étaient déjà préoccupées, elles étaient déjà inquiètes par l'arrivée de Trump. Mais ils ont joué la carte Chine. Xi Jinping est venu à Davos en 2017, soi-disant pour protéger le mondialisme et les échanges mondiaux contre le protectionnisme de Trump. Or, 8 ans plus tard, c'est bien pire de tous les points de vue. D'abord, Trump est turbochargé, si vous utilisez un anglicisme, par Musk. Il est turbochargé parce qu'il annonce à droite et à gauche des tarifs, c'est-à-dire la fin du libre-échange. Il veut agrandir le territoire américain, il veut annexer, nous le savons, Groenland, Canada, etc. Donc il déchire avec délectation et il déchire toutes les règles et il brise tous les tabous avec, non sans un certain sadisme sans doute. Mais il y a deux autres éléments. Non seulement Trump est beaucoup plus fort, mais le deuxième élément, pour moi, c'est le fait que l'Europe elle-même, et bien sûr l'Occident collectif en général, a transformé depuis 2022, depuis la guerre en Ukraine, les échanges mondiaux, le système commercial mondial, dans une arme avec les sanctions. Nous sommes au 16e paquet, je crois, de sanctions contre la Russie, et pas que la Russie, puisque la Syrie et d'autres pays en sont des cibles aussi. C'est-à-dire que tout le mythe
mondialiste selon lequel les échanges seraient neutres, serait une place publique, une sorte de plateforme où les États peuvent échanger de façon neutre et pacifique, tout Oui, cela pour vole en éclats, empêcher puisque une politique nuisible et guerrière. C'était ça ce qu'il y avait derrière, évidemment, la voilà. mise en place. Oui. C'est ça. Et puis, troisième point, eh bien, il n'y a plus la carte Xi Jinping, justement, puisque les choses ont évolué. Alors, je suppose que les intérêts commerciaux de la Chine sont sans doute un peu les mêmes qu'il y a 8 ans, mais bien sûr, nous savons que la Chine, maintenant, l'axe sino-russe, il est très, très profond, il est très fort. Il est considérable, il s'est beaucoup renforcé dans les 8 dernières années. Donc en fait, il ne reste plus rien du monde de Davos, sauf, encore une fois, là je suis d'accord, le danger que l'Europe, puisque Davos malgré tout est un phénomène, ça se passe en Europe, donc d'une certaine façon c'est assez européen, que l'Union européenne va doubler la mise, va s'enfoncer, comme l'a dit Pierre-Antoine Plaquevent, dans le wokisme, dans le mondialisme, mais c'est une Europe dont tout le monde sait qu'elle est profondément et sans doute fatalement affaiblie. Oui, alors, il y a quand même, parce que dans cette même Europe, je le rappelle, donc on a dit Viktor Orban, Giorgia Meloni, qui sortent de cette Europe qui s'enfonce et qui risque d'être écrasée par toujours plus de normes et toujours plus d'interdictions. Donc on a quand même la possibilité en Europe de jouer une carte différente. Et d'ailleurs, ce sera ma prochaine question, c'est-à-dire quelle est la porte de sortie pour nous, Européens, entre ces différents blocs, ces différents géants qui nous regardent avec appétit. Mais avant, on voit finalement Giorgia Meloni, Viktor Orban. Est-ce que d'après vous, ils jouent la bonne carte aujourd'hui, ou est-ce que finalement, ils se font aussi d'une certaine façon avoir en jouant le jeu du Trumpisme, par exemple, qui n'est pas forcément l'intérêt direct de l'Italie ou de la Hongrie? Je me retourne vers vous, Pierre-Antoine Plaquevent. Dans le cas en fait, ça dépend des pays, parce que bon, si on regarde l'Italie, c'est un pays qui est sous tutelle américaine depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, avec le plus grand nombre de bases de l'OTAN et des USA en Europe. Donc, ce n'était pas la même configuration. Tout le milieu politique est déjà plus, obligé un petit peu de se positionner. En fait, là, il y a une politique des Américains qui vise à faire baisser la France et à faire monter l'Italie un petit peu pour avoir. Et ça va d'autant plus s'accentuer avec Trump. Là, on a vu que Musk avait fait des partenariats techno-scientifiques avec l'Italie. Donc, le but, ça va être ça. Mais comme je vous disais, le problème, c'est d'abord un problème d'élite politique, parce que même dans cette configuration-là, Mélanie, mais c'est pas juste Mélanie, c'est les gens qui sont autour, savent, en fait, du moment que vous êtes courtisé comme un élément, on va dire une puissance une puissance moyenne dont on a besoin pour faire de l'influence dans cette région, et bien malgré tout, il faut que vous-même vous sachiez être un bon politique. Et bien donc, et le problème, c'est le problème des élites politiques et du système politique, et donc en France, tout est verrouillé. Il faudrait qu'il y ait une convergence, je dirais, entre. Finalement, c'est quoi une élection? Une élection, ce n'est qu'un plébiscite. Ce n'est pas. Enfin, je veux dire, quand on arrive à voter pour un candidat, finalement, c'est que derrière, il y a tout l'appareil de l'État, stable, comment dire, des corps constitués, des services, etc., qui ont finalement commencé à pousser dans une certaine direction. C'est ce qui s'est passé avec Trump. Et puis, la population est appelée à valider ou non ce choix. On voit qu'en France, tout est verrouillé. Je veux dire, même le Rassemblement national, malgré toutes toutes les postures de dédiabolisation et de compromis, malgré tout, même ça, c'est toujours trop dur. Alors, il faudrait que de l'intérieur, à un moment donné, de l'État, des forces décident de dire, bon, maintenant, ça suffit, on va complètement finir en lambeaux, mais le problème, c'est que la substance politique, je dirais, française a été aspirée vers cet euroglobalisme et a été remplacée. Et donc, tous les gens, on va dire, un peu d'envergure, ont été mis de côté et remplacés par des gens qui sont du niveau de ce qu'on voit, quoi. Et ça, c'est lamentable. Donc, ça ne peut passer, à mon avis, que par une crise qui va donc passer effectivement par plus
d'euro-mondialisme, mais ça durera un certain temps. Et puis ensuite, progressivement, on voit de toute façon l'ensemble Union européenne qui se découe. Hein. Alors ils essayent partout. Hein. Donc, comme on disait, ils De ont interdit rattraper la l'élection en Roumanie, oui, Roumanie. oui. Là, on voit, ils essayent d'allumer une sorte de Maïdan en Slovaquie. Bon, voilà, ils vont essayer partout, mais en fait, l'ensemble se découle. Se découle donc d'abord par l'Europe orientale, qui est une zone de contrôle géopolitique clé. Hein. Là-dessus, il faut relire les géopoliticiens Bien sûr. anglo-saxons comme Mackinder. Et donc, progressivement, ça se découle. Et si vous voulez, maintenant, avec les États-Unis, la pression va s'accentuer sur l'Europe occidentale elle-même. Donc, je pense que voilà, ça va être un processus qui est. Il n'y a pas de baguette magique, quoi. Ça va passer par une crise accentuée, mais qui est en fait qui est quelque part une bonne chose, puisque nous aussi, on sera peut-être les derniers à sortir de cette hypocrisie mondialiste et à enfin revenir à la norme, je dirais à la loi naturelle des nations, qui est d'accepter le rapport de force, qui est l'essence du politique. Oui. Et pas ce mensonge globaliste. Oui. Je ne sais pas si finalement, alors je comprends que vous dites que finalement, la France, elle est mal partie pour pouvoir voir sortir quelqu'un de l'échiquier politique actuel et que on va devoir d'abord traverser une crise, une forme de nouveau contrôle davosien pour que ça crée une révolte et finalement que l'homme tant attendu sorte de tout ça, des tréfonds d'une France broyée. Mais est-ce que finalement Mélanie, par exemple, joue, elle, la bonne carte? Je ne sais pas si j'ai compris ça dans votre réponse ou pas. Juste en deux mots, Pierre-Antoine Plaquemont, parce que je voudrais entendre aussi John Hollande. Je dirais dans la configuration italienne, moi, je dirais que oui. D'accord. Mais c'est pas forcément la même Bien configuration sûr, que nous. ça on a compris. Voilà. Ok, John Hollande, donc même question, quel jeu doit jouer finalement l'Europe et on a compris qu'évidemment il y a des distinctions entre les pays. On a vu le jeu d'Orban, de Meloni, mais la France aussi, quel jeu devrait-elle jouer pour se sauver finalement face aux BRICS et à cette nouvelle internationale trumpiste, pour reprendre cette expression amusante? Justement, vous êtes corrigé, Clémence. Vous avez dit dans un premier temps quel rôle l'Europe devra-t-elle jouer. Non, l'Europe ne devra jouer aucun rôle, puisque justement l'Europe, c'est le problème. Je suis d'accord avec Pierre-Antoine Plaquevent. Pour la France, ça fait plus de 30 ans. Moi, j'avais écrit dans les années 90 un livre sur la France de Mitterrand qui s'appelle « La mort de la politique ». Je voyais déjà, il y a 3 décennies, une France qui s'enfonçait dans l'immobilisme. Rien n'a changé. D'ailleurs, les choses se sont aggravées. Donc, je ne vois aucune issue possible pour la France, sauf justement un effondrement à la française, hélas. Avec le recyclage d'anciens déchets comme François Bayrou et Michel Barnier. Oui. C'est un système bien sûr en agonie, mais dont on ne voit pas du tout le bout du tunnel, si je peux mélanger les métaphores. Pour l'Allemagne, même chose. Nous assisterons, j'en suis sûr, on va se donner rendez-vous peut-être pour le 23 février, mais nous assistons au début du jeu qui dure maintenant depuis, je crois, 30 ou 40 ans en France, c'est-à-dire le cordon sanitaire contre l'AfD. C'est Merz qui va gagner en février. Merz qui est un atlantiste, pire encore que Scholz. C'est-à-dire que les chrétiens démocrates vont gagner, Merz sera chancelier, et il sera plus agressif encore à l'égard de la Russie que ne l'a été le chancelier actuel. Pour ce qui est de Orban et Fico et autres, nous verrons, mais Orban m'a beaucoup déçu. Il avait menacé de voter contre le principe d'inviter l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne. Oui. Je crois que c'était il y a 4 ou 5 mois. Il a renoncé au dernier moment. Soi-disant, il est parti boire une tasse de café. Oui, c'est ça. C'est pas vraiment qu'il n'a pas voté. En fait, il est sorti au moment du vote, c'est ce qui était assez surprenant. Mais il aurait pu opposer son veto. Bien sûr. Pourrait opposer son veto. Et jusqu'à maintenant, il l'avait opposé. Voilà. Comment vous le comprenez, ça? Voilà. Je crois que c'est un jeu. Je pense qu'il joue. Il fait du chantage. Il y a des sous. Il reçoit, tout le monde sait, il reçoit ou ne reçoit pas depuis un certain temps des millions par jour de l'Union européenne. Donc, je pense qu'il fait du chantage pour avoir de l'argent. Et je n'exclus absolument pas, alors là, je parle uniquement de la question des sanctions, mais
elle est symbolique. Je n'exclus absolument pas que, comme le grand duc de York, il va amener toutes ses troupes sur le haut de la colline pour ensuite les faire redescendre. C'est-à-dire qu'il ne va pas opposer son veto à la continuation, puisque c'est pour maintenant la continuation des sanctions. C'est pour la fin du mois, le 31 janvier. Et si la Hongrie donne son feu vert, eh bien, ça sera un énième renoncement de Orban. Alors, bien sûr, Orban symbolise beaucoup de choses, mais ses capacités sont limitées. C'est un petit pays, 10 millions, pays assez pauvre d'ailleurs aussi. Donc, est-ce que vous mettez Giorgia Meloni dans le même puisque vous savez, nous qui sommes hostiles au mondialisme, je parle de manière générale, nous nous attendons depuis très longtemps, comme Godot, le réveil des peuples. On parle beaucoup du réveil des peuples, les gens se réveillent, ils se rendent compte, etc., ceci, cela. Ah ouais. Cela fait l'abstraction de phénomène inverse qui est plus puissant encore, à savoir une population ou des populations européennes profondément endoctrinées, profondément wokistes et mondialistes. Il y a un an, toute l'Allemagne était dans la rue contre l'AfD. Je ne sais plus combien de pourcents d'Européens, c'est au-dessus de 70%, considèrent que Trump est un raciste. Le système, malheureusement, a fait son travail. L'hégémonie culturelle, c'est un fait très profondément enraciné dans nos sociétés. Et on ne peut pas exclure cela de nos prévisions. Oui. Vous voulez dire qu'il y a une forme de force d'inertie de cet endoctrinement qui va prendre encore beaucoup de temps avant d'être lessivé d'une certaine façon. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, nous l'avons vu en France en juillet. Ça a marché une énième fois. S'il n'y avait pas eu le cordon sanitaire, il y aurait un gouvernement RN depuis le mois de juillet en France. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cette analyse. John Lolland, Pierre-Antoine Plaquevent. Et comme vous l'avez proposé, John Lolland, on peut se retrouver en février. On suivra les élections ensemble avec tous plaisir. les deux. Et cette fois-ci, j'espère un peu plus longtemps. Merci encore, John Lolland. Je rappelle que vous êtes chargé de conférence en philosophie, sciences politiques, histoire, membre fondateur de l'Institut Brennus. Merci à vous, Pierre-Antoine Plaquevent, auteur sur le site Stratégica, auteur de Soros et la Société ouverte chez Culture et Racine, ou encore Société ouverte contre l'Eurasie. La édition The Book Edition. Merci à tous les deux.